Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui on va parler du temps, pas du temps qu'il fait mais bien du temps en politique, et plus précisément du rythme de la démocratie. Et quand on parle du temps en politique, il y a un cas qui revient souvent aujourd'hui, c'est celui de Trump. Je regardais un reportage sur Arte et à un moment donné, un Américain interrogé disait que s'il devait monter un film sur le gouvernement Trump, il enchaînerait les temps plan rapide. Et c'est vrai que Trump, il agit vite, ou en tout cas il m'en donne l'impression. Tu te souviens de 20 janvier 2025, le jour de l'investiture de Trump, la cérémonie est peintre terminée qui s'installe à son bureau et signe « Retrait de l'EMC, sortie de l'accord de Paris, fin de droit de sol, urgence nationale à la frontière mexicaine ». En quelques heures, il balaye 4 ans de politique Biden comme si rien n'avait existé. Et ce qui frappe, c'est la vitesse. Normalement, une réforme comme ça prend des mois, des années, parfois des débats au Parlement, des négociations, des recours. L'Obamacare, par exemple, la grande réforme de santé d'Obama. A pris plus d'1 an de travail, Trump, lui, n'attend pas et ne débat pas et signe. Alors, la question se pose. Est-ce que c'est son style, l'homme imprévisible et impulsif, ou est-ce qu'il y a derrière ça une vraie stratégie, délibérée, pensée à l'avance? Et c'est là que la question de rythme politique devient vraiment centrale. Et justement, ce que tu dis sur cet après-midi du 20 janvier, ça montre bien que la vitesse n'est pas juste une impression, elle est une mise en scène. D'ailleurs, cette sensation de vitesse me fait penser au sociologue Armand Treuza, qui dans son livre Accélération en distingue 3 formes dans nos sociétés. D'abord, celle technique, qui explique que les moyens d'agir et de communiquer sont de plus en plus rapides. Chez Trump, ça se voit avec l'usage des réseaux sociaux ou des décrets exécutifs qui permettent de décider très vite. Ensuite, l'accélération du changement social. Les règles et les politiques évoluent de plus en plus vite. On le voit avec des revirements plus rapides, par exemple sur l'immigration ou les accords internationaux. Enfin, l'accélération des rythmes de vie. On fait toujours plus de choses en moins de temps. Chez Trump, ça se traduit par un flux constant d'annonces et de réactions de polémiques qui rend le suivi difficile pour les citoyens, mais aussi pour les institutions. Ce qui crée une impression d'accélération permanente. Oui, sauf que la démocratie, elle n'est pas censée fonctionner à ce rythme. La démocratie, c'est un système long et c'est fait exprès. Une réforme doit passer par le Parlement, les commissions d'experts, les débats, les recours juridiques. Et cette lenteur, ce n'est pas un défaut, c'est une protection contre les abus de pouvoir. Pour reprendre Rosa, les institutions politiques sont structurellement lentes et s'évoluent parce que la démocratie, c'est un temps de délibération, un temps collectif qui permet à chaque acteur, le citoyen, le juge, le journaliste d'avoir le temps de réagir, de comprendre, de s'organiser. Et c'est exactement ce décalage que Trump va exploiter. D'un côté, le temps démocratique long, réfléchi, de l'autre, le temps de Trump immédiate, brutale, sans pause. Ils ne jouent pas selon les règles de jeu, ils changent le rythme, et quand tu changes le rythme, tu changes tout. Oui, mais justement, est-ce que cette opposition est vraiment si simple ? Guillaume Marel montre que la politique n'est naturellement pas lente. Cette lenteur, c'est une construction sociale produite par les règles et les institutions démocratiques, comme tu me l'as dit. Parce qu'en réalité, le temps politique, il est multiple. Il y a le temps électoral qui est court et stratégique. Ensuite, le temps d'action publique qui est beaucoup plus long car il faut mettre en œuvre les actions concrètes. Il y a aussi le temps de mobilisation qui peut surgir à tout moment. Oui, les manifestations dans l'espace public par exemple, si la situation au Moyen-Orient continue et que les prix de l'essence grimpent pour les Américains, ça pourrait avoir un impact dans les rues. Et puis le temps médiatique aussi, qui est dominé par l'urgence, par l'instantané des informations. Ces temporalités entrent en tension et le court terme est souvent privilégié. La démocratie est donc prise entre accélération et un besoin de ralentissement. Faire la politique, c'est aussi lutter pour le contrôle du temps, imposer un rythme, définir ce qui est urgent ou pas. Trump joue là-dessus, il renforce le poids du temps court et du temps médiatique avec un flux continu d'annonces. Mais il faut ajouter un point important, même l'administration en arrière-plan subit cette pression de l'urgence. Elle doit réagir vite, parfois au détriment du temps long, nécessaire à des politiques cohérentes. Autrement dit, l'idée d'une politique simplement lente doit être vraiment repensée. Tout à fait. Le temps constitue à la fois une ressource et une contrainte pour les acteurs politiques.
Les différentes temporalités que tu décris s'entremêlent et obligent les acteurs à arbitrer en permanence entre réactivité immédiate et construction de politiques durables. À cela s'ajoute une dynamique d'accélération et de saturation sous la pression médiatique et des crises. Et les responsables politiques sont souvent davantage contraints par le temps qu'ils ne maîtrisent. Le temps devient alors un enjeu stratégique central. Dans ce contexte, Donald Trump apparaît comme un acteur qui pousse les logiques d'accélération et de court terme, comme tu le dis, mais à l'extrême. C'est une technique de gouvernement. Ces dynamiques ne sortent pas de nulle part. Selon Robert Shapiro, la politique américaine est déjà marquée par une forte polarisation, une compétition intense et une médiatisation permanente. Dans ce contexte, Donald Trump n'est pas à l'origine du phénomène, mais il les amplifie. Il agit comme un accélérateur, plus de conflictualité, plus de réactions immédiates et un poids encore plus fort du court terme, surtout électoral et médiatique. La rupture est encore plus nette sur les normes démocratiques. Selon Hunter, on observe une incivilité politique accrue et une remise en cause de certaines règles du jeu démocratique. On l'a vu avec la contestation de l'élection de 2020 et l'attaque au Capitole. Le tout s'inscrit dans un système médiatique en continu qui amplifie les tensions. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette logique d'accélération ne se limite pas à la politique intérieure. On la retrouve aussi dans la manière dont Trump conçoit l'action politique en général, notamment à l'international. En fait, comme le montre Vincent Crutier, Trump rompt avec la logique néoconservatrice. Les néoconservateurs voulaient transformer le monde et diffuser la démocratie. Trump lui abandonne cette ambition universaliste. Sa vision est beaucoup plus pragmatique, presque brute. Le monde est vu comme une espèce de rivalité permanente entre États. Dans ce cadre, la politique étrangère devient transactionnelle. On négocie, on calcule, on cherche à maximiser les intérêts nationaux. Le commerce devient un outil stratégique. Les alliances ne sont plus des engagements durables, mais des accords renégociables. Il ne s'agit plus de stabiliser le système international et de le moraliser, mais simplement de renforcer la position des États-Unis. Cette rupture n'est pas seulement idéologique, elle modifie aussi le rythme même de l'action politique, et cette manière de voir le monde a aussi des conséquences directes sur la façon de faire de la politique à l'intérieur, même des institutions. Quand tout devient transactionnel, même le temps de la décision se réduit, on n'attend plus, on impose. Oui, et c'est justement là que certaines analyses permettent d'aller plus loin. Dans cette perspective, l'historienne Françoise Coste interprète le Trumpisme comme un projet politique structuré, porté notamment par le Claremont Institute. C'est un groupe de réflexion conservateur. Il s'oppose à un ordre jugé trop technocratique et dominé par les experts. On l'a vu avec certaines mises en scène très marquantes, par exemple cette image de la tronçonneuse associée à Elon Musk qui symbolise l'idée de couper rapidement dans les structures existantes. Cette logique joue directement sur la temporalité. En contestant les procédures et les médiations institutionnelles, le Trumpisme privilégie le temps court, celui de la décision immédiate et du geste spectaculaire. Donald Trump ne crée pas cette accélération, mais il la politise. Il fait de l'urgence une ressource politique et accentue les tensions avec la temporalité plus longue de droit, de l'administration et des politiques publiques. Et cette tension entre temps court et temps long ne reste pas abstraite, elle a des effets sur le fonctionnement même des organisations. C'est là que les travaux de Niels Brunson deviennent intéressants. Par exemple, Brunson explique que les organisations vivent en permanence avec des contradictions. Pour les gérer, elles reposent sur ce qu'il appelle une forme d'hypocrisie organisationnelle. D'un côté, le discours des valeurs, qui produit la légitimité, et de l'autre, l'action orientée vers l'efficacité. Et normalement, cette tension, elle tient parce qu'il y a du temps entre les deux. Le temps permet d'ajuster, de corriger et de faire coexister ce qui est dit et ce qui est fait. Mais quand tout s'accélère, cet espace disparaît et ces tensions deviennent immédiatement visibles. Si je te suis, avec Donald Trump, cette logique est déstabilisée. L'accélération des décisions réduit ces médiations et donne l'impression d'un alignement immédiat entre discours et action.
Mais les contradictions ne disparaissent pas pour autant, elles deviennent plus visibles, plus instables, dans un temps politique toujours plus tendu. Et justement, cette instabilité, elle n'est pas seulement subie, elle est aussi utilisée d'une manière stratégique, et ça, c'est un nom, le flou de zone. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la stratégie. Dans les cercles trompistes, le flow de zone, soit inonder la zone en français, est une technique de saturation de l'espace politique pour empêcher toute forme de contrôle ou de réaction organisée. L'idée vient de Stephen Bannon, l'ancien conseiller de Trump, et c'est simple, agir sur tellement de fronts en même temps, créer tellement de bruit que personne ne peut suivre, ni les juges, ni les journalistes, ni les citoyens. Pensez aux droits de douane. Trump les annonce un jour, le lendemain, et les modifie, le surlendemain, et les suspend. Les entreprises ne savent pas quoi décider. Les gouvernements étrangers ne savent pas quoi négocier. Tout le monde attend le prochain tweet. C'est ça le flow de zone. La vitesse n'est pas une conséquence de son action politique. Elle est l'action politique, elle ne devient le mode de fonctionnement central. Et cette stratégie produit un effet très précis. Deux chercheurs, Kissman et Wewink, lui, ont donné un nom. Le Heltenknechtens, la paralysée de et maintenant. C'est l'état dans lequel on se retrouve quand les événements vont tellement vite qu'on n'arrive plus à formuler une réponse, on ne sait plus quoi faire en première. On ne sait plus, on regarde, on est sidéré. Un avocat apprend qu'une famille est arrêtée par l'ISC, les services d'immigration américains. Il veut déposer un recours, mais pendant qu'il rédige, une nouvelle arrestation a lieu. Puis un nouveau décret change les règles et les bloqué, paralysé, il ne sait plus par à commencer. Et cet exemple n'est pas anodin, parce que justement, cette question de l'AIC, nos collègues s'y attarderont dans la suite. C'est le Heltenknechtens, le droit existait sur le papier, mais la vitesse de Trump le rend inapplicable dans les faits. Et cette paralysée, ce brouillage permanent ne touche pas seulement les acteurs américains comme les individus ou les institutions juridiques. Quand on élargit le regard, on voit que cette perturbation s'applique au niveau mondial. Oui, et tu sais ce que suggèrent certaines analyses économiques? Il se pourrait que tout ça soit dans le but de repositionner les États-Unis. En effet, un économiste de zone bourse formule l'hypothèse que la politique de Trump doit être vue non pas comme un simple désordre, mais comme une stratégie, une tentative de reconfigurer les rapports de force mondiaux à l'avantage des États-Unis. Dans cette perspective, il ne s'agirait pas de stabiliser l'ordre international, mais d'en accélérer la fragmentation. Autrement dit, le désordre peut devenir un levier stratégique. En perturbant les interdépendances économiques ou énergétiques, on fragilise des équilibres déjà existants et on reconfigure les rapports de puissance. Dans cette idée, la vitesse et le chaos ne seraient donc pas que des conséquences, mais des instruments politiques, utilisés pour apposer un nouveau rythme aux relations internationales et potentiellement repositionner les États-Unis comme une puissance dominante. Et au fond, le but est assez simple. La vitesse ne sert pas seulement à aller plus vite, elle sert aussi à désorganiser la capacité des réactions des autres acteurs. Mais cette lecture n'épuise pas la question. On peut aussi interpréter cette dynamique autrement. Cette tentative de déstabilisation et accélération peut être vue comme une forme de fragilité et pas seulement une stratégie, comme ce que suggère Thomas Piketty. Dans un contexte où le poids économique des États-Unis a diminué, ils sont passés d'environ 40% du PIB mondial après la Seconde Guerre mondiale à moins de 20% aujourd'hui. L'agressivité du discours politique peut être vue comme un symptôme plutôt qu'une simple stratégie. Donc la vitesse, la tension et la stabilité ne seraient pas seulement des outils de domination, mais aussi un signe d'une difficulté à maintenir une position dominante. Et quand on met tout ça ensemble, on voit bien que la vitesse est devenue un élément central du fonctionnement politique. Pour conclure, si l'on suit Paul Verriot, philosophe et urbaniste français qui a théorisé le lien entre vitesse et pouvoir dès 1977, la politique moderne est d'abord une politique de la vitesse. Celui qui impose le rythme impose le pouvoir. Sous cet angle, Donald Trump apparaît moins comme un simple acteur conflictuel que comme un accélérateur. Il gouverne par l'urgence, la saturation médiatique et la réaction instantanée.
en accélérant le temps politique et déséquilibre des institutions fondées sur le long terme et transforme la vie publique en succession de chocs. Il n'invente pas cette logique, mais il la pousse à un point de limite où la vitesse devient une arme politique et où l'accident institutionnel, démocratique ou social devient presque structurel. Mais comme nous l'avons vu tout au long de ce podcast, cette accélération peut aussi être interprétée autrement, non seulement comme une stratégie de pouvoir, mais aussi comme le symptôme de tensions plutôt profondes qui traversent les démocraties contemporaines. Au fond, ce que montre notre analyse, c'est une réflexion sur ces ruptures avec la politique. Donald Trump ne crée pas l'accélération du temps politique, mais il la pousse à un point où elle déstabilise les médiations, les normes et les équilibres institutionnels, tout en l'utilisant comme une arme. En changeant le rythme, on change aussi la manière dont le système politique fonctionne. Merci pour votre écoute sur cette accélération chez Trump. Et justement, en restant sur ce sujet de politique américaine, nos collègues vont prolonger cette réflexion sur les implications de la politique trumpiste en s'intéressant à l'agence ICE qui a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques temps.